93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'ultime numéro de Taxi Presse de cette semaine. C'est la messe de vendredi et l'équipe devrait être au grand complet ce matin. Abi Alpha Isotou du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petizi du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté du journal Alternative, Loïc Lorson du journal Flambeau des Démocrates et Tchanyao Aremiyaou du journal Nouvelle Opinion. C'est avec eux que nous reviendrons sur les grands sujets ou les sujets largement évoqués par la presse cette semaine. Nous parlerons des discussions politiques. Le gouvernement a annoncé hier en conférence de presse qu'il lancera très bientôt une consultation pour recueillir les propositions des partis politiques en vue de ces discussions. On va y revenir. Alors, la sortie du gouvernement ne risque-t-elle pas de radicaliser la position de l'opposition? Nous poserons clairement le débat. Et puis, quelle contribution de l'élite pour une sortie de crise? On reviendra sur le sujet. Pourquoi pas un petit peu sur les comptes de la CAN 2017, puisque toute cette semaine dans la presse, c'est presque un scandale. L'expression de l'impunité, c'est notre question ce matin. Mais d'abord, juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le quotidien Forum de la semaine évoque la crise politique avec le gouvernement qui annonce la levée de tous les obstacles au dialogue. Vous lirez l'article dans le journal Forum de la semaine. Il y a aussi l'interview de l'honorable Ouanou Edo Albert que vous lirez dans le journal Forum de la semaine. Aussi le week-end prochain qui va donc être phénoménal. C'est Kweku Banka Johnson qui le dit, donc vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Alors il y a dans le kiosque ce matin le quotidien Liberté aussi. Vous avez le journal L'Alternative, le Perroquet aussi dans le kiosque, Vérité des peuples, L'éveil de la nation, Togo réveil. Vous avez le journal L'Audience, La voix du peuple. Nous avons le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie qui évoque ce matin l'ouverture ce jeudi, en tout cas à Lomé du Forum international UMOA, entrepreneuriat et croissance, les pistes pour la création de la richesse en Afrique. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis pour une formation qualifiante et diplômante dans l'aquaculture, le chef de l'État initie l'IFAD Delavagno. Les détails à découvrir en studio avec mes confrères Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Abi, bonjour. Bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à nos auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Ça fait plaisir, je vais bien et je dis bonjour à tous les frères qui vont d'ici puis faire les Djouma. Très bien. Bonjour Tchanyao Aremiyaou. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis de la plateforme Taxi Presse. Oui, c'est ça, ça vient cela. Parce qu'on est bousculé par le technicien qui nous embête un petit peu déjà pour le démarrage. Alors on va y aller d'abord avec ce sujet que vous avez développé, Ferdinand, ce matin. J'ai trouvé ça intéressant pour qu'on puisse quand même donner l'alerte. C'est par rapport donc à l'interdiction d'importation de véhicules d'occasion. Ce n'est pas la première fois qu'on va peut-être évoquer le sujet. En son temps, c'est le Ghana qui avait sorti la mesure. Aujourd'hui, le Ghana est suivi par le Bénin et la Côte d'Ivoire. Vous vous interrogez par rapport au cas du Togo. Oui, il faut dire que sur cette question, la sous-région est en train de faire des progrès énormes. Et sauf qu'au Togo, pour le moment, les lignes ne bougent pas. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que la question de l'environnement, de la pollution,
du changement climatique, je ne sais pas comment on le dit, est devenue une préoccupation de tout le monde. Nous avons été à tous les sommets et tout ça, mais il faut vraiment qu'on passe à des actes concrets. Ce n'est pas seulement les véhicules, mais aussi le matériel électroménager, tout ce qui vient de l'Occident comme poubelle et qui pollue la vie chez nous ici. Et donc le Ghana a pris une longueur d'avance. Le Bénin a emboîté le pas avec Patrice Talon qui est arrivé, et depuis ce mercredi, la Côte d'Ivoire a pris un décret qui est très important parce que ces derniers temps en Côte d'Ivoire, il y a eu énormément de réformes sur le plan des transports urbains. On a instauré de nouvelles voitures de taxi qui sont des voitures neuves, qui sont presque comme les Uber. La Côte d'Ivoire avait déjà des taxis compteurs, mais ils ont innové à la veille système américain. À la veille du sommet. Ils ont innové. Et depuis, après ça, à la fin du sommet, bon, vous avez aussi appris le projet de métro, bien sûr, qui sera disponible en 2022. Et puis après, là, ils viennent de prendre un décret pour interdire les voitures d'un certain nombre d'âges d'interdiction d'entrer sur leur territoire. Et quand on voit ce décret, par exemple, on voit bien que, je peux lire ça rapidement. Allez-y. Les voitures, par exemple, les taxis, les voitures de 5 places sont interdites de 5 ans. 5 ans d'âge, plus de 5 ans d'âge pour les voitures de 5 places ne peuvent plus rentrer sur le territoire. Les voitures de 9 places à 34 places, 7 ans d'âge. Si ces voitures dépassent 7 ans d'âge, ne peuvent pas rentrer. Les camionnettes allant jusqu'à 5 tonnes sont interdites aussi d'entrer pour 10 ans. Et les voitures qui sont déjà là, qui sont sur le territoire, qui circulent actuellement, on leur donne un moratoire pour être sortis de la circulation. Et ils envisagent créer une prime à la casse et puis après essayer de prendre des mesures sur la TVA, la valeur ajoutée pour les nouvelles voitures, pour permettre aux gens qui ont envie d'acquérir des nouvelles voitures de le faire. Tout ça participe à l'assainissement du transport urbain. Les accidents, on sait ce que ça coûte dans nos pays. Et puis la pollution surtout, parce que c'est ce qui est invisible, la pollution. Parce que nous sommes dans la ville, nous sommes dans la circulation, on ramasse tout dans la circulation, les gaz d'échappement, les trucs, tout ça. Et après, c'est quand vous vous rendez chez un cardiologue ou bien vous avez des problèmes de respiration que vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Et donc, aujourd'hui, l'assainissement des villes africaines, c'est un défi majeur. Et je pense que c'est important que nos gouvernants s'inspirent de ce qui se fait ailleurs, surtout que nous sommes tous préoccupés par la question de l'environnement. Par exemple, à Lomé, ici, il est difficile de circuler pour tous les confrères qui ont les engins à 4 roues dans la circulation. C'est difficile. D'abord, nos routes ne sont pas assez larges. Et ensuite, il y a tout un phénomène dans les rues. Vous avez les motos, les taxis-motos, aujourd'hui les tricycles. Et ça cause énormément d'accidents. Moi, j'ai toujours donné des cas des villes africaines où on a un périmètre dans lequel il y a les engins à 2 roues ne rentrent pas. Oui. Le cas du Cameroun. Douala et Yaoundé, par exemple, il y a un périmètre dans lequel les engins à 2 roues ne rentrent jamais. Quand vous rentrez, on saisit vos engins. Par exemple, si je donne le cas de Lomé, tous les engins à 2 roues peuvent être repoussés à la périphérie de la ville. Et on laisse le centre-ville à la circulation des voitures. Et on met un système de transport en ville qui puisse permettre que la ville soit plus aérée. Et donc, c'est un défi que nous devons relever. Les ministères des Transports, ce n'est pas seulement pour aller visiter les chantiers de route ou détourner l'argent, mais c'est aussi imaginer, parce qu'il faut concevoir ce que les villes seront demain. Oui. C'est pour dans ça 20 ans, dans 30 ans. C'est pour ça qu'on nomme les ministres, c'est pour ça qu'il y a les experts dans les ministères. Ce n'est pas pour inventer des projets de petits ponts, des routes et après détourner l'argent. Donc, ailleurs, les gens réfléchissent, il faut que nous aussi, on emboîte le pas. Tchaniawa Remiaou sur le sujet. Oui, bon, sur la question, je voudrais dire que ce que le confrère a relevé est très important pour l'Afrique parce que beaucoup de pays aujourd'hui africains ont ce défi qu'il faut absolument relever, celui de rendre beaucoup plus fluide la circulation interne dans les villes et même au plan national. Et ce qui se fait déjà en Côte d'Ivoire est bien, il faut que beaucoup d'autres pays le copient. Mais au même moment, vous avez vu la remarque pertinente que Ferdinand vient de faire par rapport à la circulation, surtout au niveau de Lomé. Il a parlé des engins à 2 roues, à 3 roues finalement. Oui, un tricycle les tricycles qui dérangent.
Et bon, maintenant nous sommes au Togo, il ne faut pas perdre de vue que le Togo a ses particularités. Lorsque ça vient de Ferdinand qui propose que le ministère des Transports pouvait désengorger les rues de Lomé. C'est des suggestions. Oui, non, mais je dis pas. Justement, c'est des suggestions. Et je disais que nous sommes au Togo, que vous-même vous connaissez mieux que moi, où quand vous allez demander aux gens pour leur propre bien, pour que la circulation soit beaucoup plus sécurisée, vous allez voir les réactions possibles qu'il va avoir. Nous sommes dans un pays où lorsque une décision, même salvatrice, même bien pour les populations, vient de ceux qui ont quand même la charge de mener les actions gouvernementales, quand ça vient d'eux, vous allez entendre des gens vous dire non, vous avez réduit le peuple, la population au chômage, vous avez fait tant, les jeunes font, ils se débrouillent avec les émigrants, finalement vous les renvoyez, vous les repoussez vers les périphéries, alors que c'est en pleine ville que ces gens, vous allez voir ces gens-là qui vont s'organiser et commencer par prendre d'assaut les rues, tout simplement parce qu'on est en train de prendre des mesures qui assainissent notre circulation. Donc, il faut beaucoup plus que nous, journalistes, puisque nous voyons ce qui se fait ailleurs, en bon. Il a parlé de Douala, je sais les réalités au niveau de Douala comme de Yaoundé et de beaucoup d'autres villes. Vous allez au Bénin, le Bénin, quoi qu'on dise, a pris quand même une avance démocratique sur le Togo, où jadis, les Togolais donnaient le modèle béninois comme étant une source d'inspiration que nous pourrons faire pour que nos choses marchent beaucoup plus au Togo. Mais quand vous allez au Bénin, vous avez beaucoup de motos, vous avez la fumée, vous avez les tricycles, vous avez tout ça. Et c'est de là même que nous avons importé le Nigeria, par exemple, et en avant sur le Togo. Mais vous allez au Nigeria, vous allez vous poser la question, mais où est-ce que vous êtes? Alors que c'est un pays qui a quand même une avancée démocratique et tout sur le Togo. Le Cameroun dont il parlait, c'est pire, les histoires de motos. Mais quand vous venez au Togo et que vous donnez cette belle idée que mon confrère vient de donner, vous allez voir à quoi vous allez vous attendre. Très bien, merci beaucoup Tchaniao. Abi Alpha. Je crois que ce genre d'initiative, ça s'appelle des décisions impopulaires. Et les décisions impopulaires, d'abord il faut être toi-même populaire pour prendre des décisions impopulaires. Secondo, les décisions impopulaires politiquement, ça se prend dans la durée. On ne se lève pas par la faveur d'une pluie matinale, dire qu'à 9h, bon, c'est fini, désormais, non. Tu te rappelles, c'est au moment où le Ghana interdisait l'accès sur son territoire des voitures d'occasion. C'est en ce moment-là que nous, on corsait ici l'arrivée des voitures neuves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la fameuse arrivée de Cotec et tout ce que vous savez, plus ta voiture que tu importes est neuve, plus tu paies cher. Bien sûr, ça veut dire qu'on n'encourage pas les gens à emmener ce qui est propre. On préfère que les gens apportent de la pacotille, du recyclé de longue date de l'autre côté, et on préfère que les gens se contentent de ça, peu importe ce qu'on appelle la pollution et autres, ce n'est pas leur problème. L'essentiel que les autres tous vont aller se servir à Sika Toyota. Donc quand tu vas dans les milieux européens, dans les milieux européens, tu vas voir qu'actuellement même ce que nous appelons ici voiture de première main, c'est toujours sujet à débat. Est-ce qu'il faut que ce soit les chaînes à sorties des chaînes à diesel d'abord, c'est en train de sortir du débat. On est en train d'oublier diesel. On est en train d'oublier le diesel. Est-ce que on n'a qu'à plutôt regarder vers les voitures à gaz? Est-ce que c'est des voitures à électrique ou est-ce que c'est des voitures à pétrole? Donc voilà des débats sur lesquels les gens sont de l'autre côté. Nous, ce qu'ils ont, c'est-à-dire mis à côté, nous on n'en même pas. Et aussi longtemps que ça se fait comme chez nous ici. Où plus tu importes ce qui est propre, qui vient d'être confectionné, plus tu importes ça, plus tu paies cher. C'est normal que si demain, comme l'a dit Tchaniao, vous sortez un décret bien arrêté pour dire que ceci ou bien cela remplacer telle gamme par telle autre, tu ne pourras pas. Vous vous rappelez ici, actuellement il y a une gamme de voitures qui ne peuvent pas venir au Togo par rapport même à nos produits pétroliers. Vous vous rappelez que j'ai fait un dossier là-dessus. Il y a une gamme qui ne peut pas venir. Moi j'ai des trucs que le jour où ça va sortir, c'est une bombe. Parce que il y a c'est vrai, on peut accuser certaines entreprises de tout, mais il y a aussi une bonne partie des entreprises qui ont éternué par rapport à nos produits pétroliers. Oui, il y a une gamme de voitures, tu ne peux pas
l'importer ici quand Parce n'est pas de bonne qualité. Même Total, toute puissance Total. Moi, je connais des entrepreneurs qui gèrent de grands parcs, qui ont signé des contrats avec Total, qui sont obligés de résilier parce que ça foire leurs engins. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand tu regardes tout ça là, nous sommes c'est-à-dire avec les autres pays, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Non, je voudrais réagir juste sur le problème de Cotec que le confrère a évoqué, pour dire qu'au fait, Cotec n'était pas là pour amener les Togolais à emporter des pourritures. Il faut préciser que avant Cotec, il y avait une manière qui se faisait au niveau de la douane où vous achetez votre voiture, le simple douanier que vous avez en face de vous, il vous dit au lieu que la voiture, sa valeur réelle soit par exemple à 1 million, le douanier vous dit bon mon cher ami, vous amenez 300 000 et puis vous donnez le million, le douanier empoche le reste, et donc ça ne reflétait pas les vraies valeurs des voitures. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on veut étouffer les Togolais à importer les voitures. Mais il y a une constance aujourd'hui. Quand vous avez des belles voitures, vous payez cher pour la faire sortir. Et ça n'encourage pas à amener ce qui est propre. Écoutez, en réalité, vous ne pouvez pas envisager que lorsque quelqu'un amène une voiture qui est neuve, une voiture qui est par exemple de 2013 ou 2014, qu'on la facture à la baisse. C'est la valeur. Je parle d'une valeur de la voiture. Oui, mais en même temps, la valeur. Excusez-moi, mais en même temps, est-ce que ça n'encourage pas finalement à ramener la pourriture? Aujourd'hui, le Bénin n'en veut plus. Attendez, le Bénin n'en veut plus. Même au Togo aujourd'hui. Attendez, le Bénin n'en veut plus. Le Ghana, l'autre voisin n'en veut plus. La Côte d'Ivoire n'en veut plus. C'est sûr que tout ça là qu'on ne veut pas dans la sous-région. Exactement. Est-ce que non, le Togo également a interdit les pourritures. Vous le saviez aussi bien que moi. Dans les discours. Non, pas dans les discours. Vous ne trouvez pas aujourd'hui des voitures de 1980 au Togo. Mais donc, vous appelez quoi pourriture? Vous allez à Cotonou, vous trouvez les voitures de 90 en venant. Au Togo, c'est la même chose. Mais je ne voudrais pas que les gens interprètent que quand vous allez au port, parce que Cotec est là, ça permet aux Togolais d'amener des pourritures. C'est interdit au Togo. Le débat qu'on fait n'est pas lié au Cotec. Il a parlé du Cotec. Je crois. Non. C'est ça que j'ai dit. Je crois qu'on s'est mal compris. Moi, je dis, le moment où le Ghana interdisait, c'est-à-dire soit tu roules dans les rues ghanéennes avec une voiture qui est sortie de maison, soit si elle est venue de l'Europe, elle est toute neuve, première, mais ils disent fait 30K. Donc, soit tu amènes tout neuf, soit tu n'as pas de voiture. C'est de ça qu'il est question. C'est au moment où, s'il vous plaît, c'est au moment où ils instituaient ça. Que nous, en ce moment que nous, ça, je ne sais pas si c'est par une coïncidence ou bien, c'est en ce moment que nous, notre côté est venu. Et puis tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, plus tu emportes neuf, plus tu ne paies pas cher. C'est ça. Non, mais c'est normal. Ce qui est normal, ce n'est pas normal. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le débat actuellement. Écoutez, il s'agit, nous ne sommes pas, écoutez, c'est par rapport à ça que je dis que nous qui sommes journalistes, ça devait peut-être être le contraire. S'il vous plaît, quand nous sommes journalistes, avant d'avancer des propos sur des radios, je crois qu'il faut qu'on aille vraiment à la source. Et ce que je suis en train d'expliquer à Bialpha, il ne faut pas faire du sensationnel pour intéresser les Togolais et faire croire aux gens que quelque part... Vous savez que nous avons toujours mené ici des débats sans passion. Oui, mais quand un Togolais, quand un journaliste dit à la radio on commente. Que... Vous êtes d'accord avec nous? Oui, mais je suis d'accord. Ce que je dis, c'est des trucs que nous avons apporté de mettre tout le monde. Quand je parle du Ghana, actuellement, même ce que Ferdinand a publié, même ce que Ferdinand a publié, je ne vous étouffe pas, mais écoutez, il y a une réalité que j'étais en train d'expliquer. Et je crois que si les gens nous écoutent, ils comprennent. J'ai dit que hier, il était facile à un douanier de vous faire la valeur d'une voiture comme bon le semble. Oui. Il vous prend une voiture qui a une valeur exacte, estimée suivant les principes douaniers à tel montant. Le douanier vous prend 300 francs et 300 000 francs par exemple. Et ça ne reflète pas la réalité de la valeur. De la corruption. Et maintenant, c'est de la corruption qu'on a essayé de solutionner à partir du Cotec. Quand Abi dit que lorsque vous amenez, vous achetez une voiture neuve, vous payez cher. Quand quelqu'un va au port, il prend une voiture deuxième main, qu'elle soit de 2014 ou de 2013 ou de 2008. Par rapport à quelqu'un qui va à Sika et qui prend une voiture neuve,
les valeurs, les techniques douanières imposent plus la voiture qu'on prend à Sika que celle qu'on a achetée venue d'ailleurs. Et donc je voudrais que pour mener ce débat, qu'on essaye d'approcher les agents des douanes, surtout de l'OTR, pour qu'ils nous expliquent davantage comment les choses se font. Merci mais qu'on beaucoup, ne dise pas que Kotech est là pour amener les Togolais à apporter des produits. Avant de donner la parole à Loïc, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Et bonjour Eric et bonjour aux auditeurs. Je sais que vous suivez dans votre véhicule le débat en arrivant en studio, mais Ferdinand d'abord. Moi je pense que au-delà de l'histoire de Kotech qui est venu rentrer dedans, il n'en demeure pas moins vrai qu'aujourd'hui, dans nos villes, il y a un problème de circulation. Et dans nos capitales, il y a un problème de vie, il y a un problème d'hygiène, il y a un problème de pollution qui sont liés, tout ça lié à ces voitures, à tout ce qu'on importe. On peut même aller au-delà des voitures. Aujourd'hui, nous les Africains, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de commencer par fabriquer nous-mêmes les voitures? Les Ghanéens ont commencé par essayer. Nos ingénieurs sont où? Pourquoi on doit tout le temps importer? Aujourd'hui, nous importons tout. Même les matelas, les assiettes, les cuillères. Tout ça, vous allez au port, vous trouvez tout ça. Les matelas, là, vous ne savez pas qui est mort dessus, de quelle maladie la personne a souffert. Et les gens sont là, ils ramassent tout, ils se couchent dessus, après ils prennent des maladies. On a dépassé... Au-delà de tout ça, nous sommes en fin d'année. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a les jouets qui arrivent, personne ne contrôle. Il y a les trucs qui viennent des pays où il n'y a pas de contrôle. Les enfants, vous savez, les enfants, dès qu'ils prennent les jouets, c'est à la bouche. Oui. Et tout ça, ça crée des maladies. Donc, je pense que dans un état normal, on doit quand même avoir des normes. Par exemple, les Ivoiriens, ils ne sont pas différents des Togolais. Les Béninois ne sont pas différents des Togolais. Les gens ont pris conscience que dans leur capitale, il y a un problème de circulation. Ceux qui ont les voitures savent que parfois, quand vous montez la colline du collège protestant, ou c'est pas de nostalgie là-bas, il y a des voitures qui tombent en panne, en pleine circulation et qui perturbent la circulation. Mais vous ne verrez pas le même phénomène à Accra parce que les voitures sont contrôlées régulièrement. Donc ici on aussi, a besoin... les citoyens ont refusé d'aller faire visite technique. Oui, mais on a besoin que les voitures qui rentrent dans nos pays ne soient pas des voitures poubelles. Vous avez fait un tour à Lomé dans les garages. Vous avez fait un tour à Lomé dans les garages des mécaniciens. C'est des cimetières de voitures. Je suis désolé de le dire. Ferdinand, je veux que Loïc place un mot, excusez-moi, Bialfa. Allez-y, Loïc. Que Ferdinand a posé, on sort du débat. On parle des voitures pourries, d'un certain âge, et je crois le problème de circulation ou de pollution. Il est évident, je crois que le Sénégal a pris cette mesure très tôt. Oui, depuis. Pour que les voitures vieilles de plus de 5 ans ne rentrent pas. D'autres pays de la sous-région l'ont fait. Je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que le Togo aussi le fait et l'applique? Parce qu'une chose est de le dire, une chose est de l'appliquer. Comme pour les sachets noirs. Bien sûr. Qu'on a dit depuis toujours, mais qu'on n'a jamais appliqué. Et là, je pense que c'est une chose pour laquelle le gouvernement doit se battre pour aussi qu'au Togo, encore qu'on est un petit pays, les voitures vieilles de plus de 5 ans, de plus de 6 ans, on va prendre une norme et on dit ça rentre plus chez nous. Et les voitures, et pour encourager l'initiative, et c'est pour ça que je rejoins certains confrères ici, on va essayer de voir au niveau de la douane, et c'est là que je rejoins Abi Alpha, parce que je crois qu'il n'a pas été bien compris, de voir comment on peut encourager ça. Pour l'encourager, c'est de dire, bon voilà, quand la voiture vient à tel âge, même au niveau de la douane, on va voir maintenant comment on peut essayer un petit peu comme pour encourager ou pour arrêter la déforestation, on encourage les Togolais à acheter le gaz méthane moins cher. Oui, je suis même d'accord que quand la voiture est plus vieille de 5 ans, qu'elle soit plus chère que celle qui est. C'est tout. Qu'elle voilà, soit plus des méthodes chère, pour encourager. C'est des méthodes qui se font dans n'importe quel pays pour décourager. Quand tu amènes la voiture vieille, diesel, c'est plus cher. Hein, voilà, tu amènes les voitures plus vieilles, la douane te revient plus cher. Immédiatement, tu arrêtes. Tout le monde va arrêter. Et là, on met les gens au pas. Maintenant, le dossier Kotech, tout ça, mais là, c'est un autre débat que vous ouvrez parce que ce dossier, je le connais tellement trop, parce que j'ai été au cœur pratiquement de ce truc, qu'aujourd'hui, qu'on ne nous fasse pas aussi croire que Kotech, c'est la panacée. C'est une bonne chose, mais ce n'était pas la panacée parce qu'au départ, rappelez-vous même ce dossier, on a dit qu'après un temps d'essai, à l'époque, Bidamo était directeur général de la douane, après un temps d'essai, l'État va reprendre elle-même le contrôle et le système. Parce que c'était un système que l'État ne connaissait pas. Aujourd'hui, près de 10 ans après, c'est l'entreprise qui gère. Alors ça, c'est un autre... Mais qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, plus le délai passé, on a reconduit.
Marc-Antoine, Oui. c'est de lui. Le Canadien. Le Oui. Canadien. On a reconduit, le délai est passé, on a reconduit. Parce que les gens mangent dans ce dossier, on en sait quelque chose. Bon, maintenant ça c'est notre débat, mais pour la pollution je suis d'accord. Maintenant pour la circulation dans la route aussi, une fois qu'on va essayer de régler le problème, on va vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui ce qu'il y a, c'est que nous respirons tellement de la fumée dans la route, sur nos routes. On tombe malade, toi tu étais enrhumé toute la semaine passée, enrhumé, à Riminiao. Oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était à la cause de ta plume, mais je ne de ton rhume, mais je ne pense pas que c'est parce que ta chambre était climatisée et que tu as 2 degrés. Peut-être c'est tu l'as pris, tu l'as chopé dans nos circulations. Et ça aussi, nos enfants, tout le monde souffre de sinusite, de quoi, c'est des maladies qui sont devenues fréquentes. Les gens, on ne sait pas encore pourquoi. Parce qu'on a de la pollution. Aujourd'hui, il faut C'est prendre des pourquoi, mesures fortes. c'est pourquoi Eric, je vais ajouter un peu. C'est pourquoi il dit que c'est parce que nos autorités n'ont pas de vision. C'est-à-dire quand tout de suite, on parlait de SICA. Normalement, plus tu vas payer à SICA, moins tu paies cher la douane. Pourquoi on encourage les gens à aller vers SICA? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'actuellement, Fekdina a exagéré même en nous parlant de on est importateur. Importateur de quoi? Nous sommes une décharge. On n'importe pas. On a une décharge de tout ce qui n'a pas de place en Europe. Tout ce qu'on amène ici, là, chez eux là-bas, quand ça dure trop à ta devanture, on vient te taxer. C'est clair. On vient te taxer. Donc tu es obligé de trouver quelque part pour jeter. Là où on cherche, ce qui est en comprenant, c'est une décharge. Nous sommes une décharge. Et la décharge là s'accentue plus au moment où les autres se normalisent. Depuis que le Ghana a pris cette disposition, les Ghanais qui veulent passer par qui veulent utiliser le passe droit, viennent ici acheter leur voiture. Bien sûr. Pour rentrer là-bas. Vous comprenez? Oui. Sans oublier les pays de l'Interland qui ont pris notre port ici comme le port d'attache. Et donc ça, et nous, on est contents dans ce rôle. Et puisque nous avons obturé tous les canons de l'économie, il n'y a pas les entrées. On pense que le port, c'est une sésame où il faut, c'est-à-dire mettre l'accent pour en faire les recettes à partir de cette décharge-là qui arrive. Et on pense que c'est une grande avantage, c'est une grande avancée, c'est une grande ouverture économique. C'est parce qu'il y a ça que le port ça marche, c'est un avantage économique. Et on en fait des éloges quoi. Alors que normalement ça devait être le contraire. Plus tu apportes vieux, plus tu paies cher. Plus tu apportes neuf, moins tu paies cher et ça encourage. Un jour, les choses vont s'imposer de soi, quoi. Il n'y aura pas de débat entre nous ici. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant qu'on avance un petit peu. Placer juste un mot sur les comptes de la CAN. On a fait le débat là ici vendredi dernier entre Ferdinand et Loïc Lawson. Mais on s'en est aperçu rapidement que toute la semaine, ce sujet a ému toute la presse. C'est presque un scandale tel que les confrères l'ont évoqué. Tchaniaou Arimiao, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Beaucoup estiment que c'est l'expression même de l'impunité. Oui, bon. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous faisons un débat de ce genre. Il y avait eu plusieurs cannes depuis que le Togo fait des prouesses en matière de foot et que nos éperviers se retrouvent toujours à des phases finales de cannes. On a toujours fait des débats autour des comptes de tout ce que les Togolais ont pu mettre dans la cagnotte pour accompagner nos éperviers. Bien sûr. Et tout le temps, c'est toujours le déficit. Et ce déficit est souvent à l'actif de beaucoup de Togolais que nous connaissons, que le gouvernement connaît, qui ont été d'ailleurs parfois doigtés du doigt. Et finalement, on ne fait rien. L'impunité s'est érigée en maître en toute situation. Et donc, la dernière fois, si vous avez souvenance, c'est encore à vos micros ici que je disais que si j'avais eu la chance de faire partie d'une commission de FTF ou que ce soit au niveau du ministère, de n'importe quelle commission qui gère quand même notre football, je vais encourager à ce que les gens volent davantage. Et vous m'aviez crié dessus. Et je vous ai dit que quand tu sais que si tu bouffes l'argent, on ne te fera rien. Alors, quand tu l'as, il faut le bouffer. Parce que d'ailleurs, c'est comme si, quelque part, on encourage ceux qui détournent les fonds liés au football togolais. Et quand parfois même, il y en a même qu'on a décoré à la fin. Tu comprends? Et donc, ceux-là qui ont mal géré, qui ont bouffé, ils n'ont fait que respecter la logique. Et si ceux qui nous écoutent, c'est le principe, il faut le respecter. Ceux qui nous écoutent, s'ils savent que franchement ce n'est pas là leur intention, une fois de bon qu'on agisse. Et quand on va agir, vous verrez que plus jamais
les gens ne vont plus s'amuser à empocher les fonds de la CAN. Et je sais qu'il y aura d'autres enjeux qui nous attendent. Oui, bien sûr. Et les Togolais vont encore mettre de l'argent dans la cagnotte. D'autres figures vont apparaître. Et ce sont ces figures-là qui vont bouffer. Il n'y aura rien. Et donc, Eric, si vous avez chance d'être dans un de ces petits groupes-là, bouffez autant que vous pourrez, il n'y aura rien. Ah oui, hein? Ah oui, mais c'est le système, c'est le comportement qu'il faut. Et je crois que tout le monde doit apprendre à le faire pour que, bon... Non, c'est pas un bon exemple. Mais l'exemple n'est pas bien. Et depuis que les gens se comportent comme ça, qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais vous pensez que dans d'autres domaines, si les gens agissent comme ça, vous allez voir les ministres, vous allez voir le gouvernement, vous allez voir les gens dire qu'il faut sanctionner. Oui, mais et pourquoi pas dans le monde du football? Il y a eu pire, hein, il n'y a pas eu de sanction. Vous vous rappelez de cette fameuse route Lomé-Vaughan en foin à Bialpha. Et donc, qu'est-ce qui vous surprend maintenant? Et vous trouvez que moi, mes propos ne sont pas les bons? D'accord. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? La gestion de la CAN, bon, je crois que c'est quand même surprenant et très bizarre qu'on se rende compte que à chaque fois les événements se suivent et se ressemblent en ce qui concerne l'organisation de la CAN, parce que je crois que avant la dernière CAN, c'est-à-dire l'avant-dernière, il y avait eu aussi un problème par rapport à la gestion des fonds. La CAN 2013. La CAN 2013, et on croyait qu'avec tout ce tollé que cela a pu susciter, peut-être la suivante devait être mieux gérée, mais apparemment c'est encore pire. D'abord, il faut saluer tout du moins le courage du cabinet, parce que parfois on a également de ces audits-là dont on ne rend pas public le contenu des résultats. Donc il faut d'abord saluer le courage du cabinet. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va encore dire? Je crois que aussi longtemps qu'on va baigner dans l'impunité par rapport à cela, je crois qu'on aura toujours des résultats pareils. Puisque vous allez voir. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter ce bazar? Oui, comment l'arrêter? On ne poursuit pas les gens, on n'arrête personne, et puis bon, après tout le monde s'en lave les mains, on dit c'est pas à notre niveau. Mais c'est à quel niveau exactement? Je crois que l'audit est clair. Et donc aujourd'hui, normalement, on devait interpeller déjà des gens. Et même si on ne leur dit pas de les rembourser, au moins il faut les interpeller pour qu'ils s'expliquent là-dessus. Et puis, c'est-à-dire que le problème est simple. Aussi longtemps qu'on ne va pas punir les auteurs de ces détournements-là, bon, vous et moi, soyez sûrs qu'à l'avenir, on aura toujours de ces cas-là, c'est tout. Il faut préciser que parfois, les punitions sont sélectives. J'ai souvenance que dans ce pays, il y a Antoine Folie qui a fait la prison. Oui. Il y a mon cousin Tchanile qui avait fait la prison. Mais en même temps, la justice n'a jamais établi la cause. Oui, mais ou leur culpabilité. Leur culpabilité. Mais il y a des gens qu'on a connus après tous ces événements qui n'ont jamais fait la prison. Et donc, quand les gens choisissent qu'il faut, bon, quand c'est tel, il faut punir, quand c'est tel, on ne dit rien, les gens vont toujours continuer par le faire. Peut-être que viendra un jour où on va trouver encore quelques malheureux comme Antoine Folie, comme Tchanile, et on va les envoyer encore derrière les géants pour dire bon voilà, on est en train de sanctionner. Mais je crois qu'il faut que les gens s'organisent ou qu'ils prennent quand même leurs responsabilités pour discipliner un peu, la société civile peut faire aussi un lobbying. Non, pas la société civile n'est pas responsable de ce qui se passe. Je suis désolé. C'est le gouvernement. Le gouvernement est garant de tout ce qui se passe et observe. Et je me demande pourquoi on est quand même incapable de prendre tous ces gens-là depuis ce que nous avons connu récemment et ce qui se fait aujourd'hui. Et déjà, quand vous avez parlé du ministre Nyofam, oui, il y a des cas comme ça qui font école au Togo où on se demande si vraiment nous sommes dans une république ou qu'est-ce qui se passe, parce que des gens se comportent comme ça et comme ça quand nous parlons, les gens sont dans leur chambre, ils sont en train de se moquer de nous, que bon, les petits journalistes là, c'est des aigris, de toute façon, rien ne se passera, moi j'ai tel soutien, moi j'ai tant, et puis c'est tout triste pour le pays. Bien, Abi Alpha. Moi je crois que Eric, avec le temps, quand vous allez nous poser, en tout cas moi particulièrement, je vais éviter de me prononcer sur certains sujets. Mais pourquoi? Oui, parce que on a trop joué du surplace par rapport à pourquoi on ne punit pas tel, pourquoi on ne punit pas tel. Je crois qu'il faut que nous tenions compte aussi de nos contextes. Tu sais, le milieu malien et le milieu sénégalais, ils sont beaucoup plongés dans la littérature
africaine par rapport aux éloges. Dès qu'on te voit, c'est Eric qui arrive. Le vieux qui t'a vu le premier, c'est comment a grandi ton aïeul, comment a grandi et puis à partir de là, il te décore de tout ce qu'il comment éloge quoi. Oui, c'est de même que si tu pètes les pétards en venant, il connaît ton histoire aussi, il te descend aussi en venant. Et donc c'est le milieu sénégalais qui a un adage qui dit que l'éloge et la réprimande valent celui qui la décerne. C'est-à-dire quand on te loue ou bien quand on te réprimande, ne regarde pas ce qu'on dit de toi, regarde celui qui dit ça de toi. Bien sûr. Si vous comprenez. Donc, par rapport à notre pays, regarde ceux qui gèrent, ceux qui sont censés faire la discipline. Qui d'entre eux est propre pour discipliner toute cette racaille-là? Permettez-moi le terme. Oui, c'est exact. Oui, mais attendez, mais c'est notre argent. C'est notre argent. Oui, mais d'autres n'ont pas fait ça. D'autres n'ont pas fait. Mais qui nous prouve que par rapport à la canne, 600 millions n'a pas disparu. Qu'on nous prouve le contraire. Ils ont dit qu'ils ont disparu. Mais qu'on nous situe, on va arrêter de leur désigner comme étant des racailles. Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut qu'on donne aux gens ce qu'ils méritent. Ça, c'est clair. Donc, aussi longtemps que, c'est-à-dire jusqu'au sommet, il n'y a pas une force morale qui ne se repose. C'est vrai, c'est difficile de trouver un ange qui, durant tout son parcours, n'est reprochable de rien. Mais il faut quand même un minimum au sommet. Pour que, quand demain, moi je suis à cette radio, que Loïc est un de mes éléments, que je puisse quand même lui dire, mais quand même, journalistiquement, ça ne se fait pas. Et qu'il n'ait pas quelque chose à me dire. Mais dites-moi, tous ceux qui sont censés faire la discipline par rapport à l'an de tout ce que vous avez raconté, l'homme voguant en foin, de 10 à 26 milliards, pour revenir aux 600 millions de la CAN. Dis-moi, ceux-là qui sont censés être les premiers à dire ça suffit. Dis-moi, qui d'entre eux peut se targuer? Qui était un entrepreneur, qui est devenu quelque chose parce que par rapport à son génie, qui a hérité de son papa, qui est devenu quelque chose par rapport à son héritage. Dites-moi qui est venu de quelque chose pour être quelque part. Pourquoi aujourd'hui il puisse faire la discipline? Il n'y a pas. Merci aussi longtemps que vous vivez dans un tel environnement, que vous êtes géré par des gens comme ça, ils vont se soutenir dans le mal. Et vous allez perdre votre... Actuellement, ils se moquent de nous quand on fait ces débats. Loïc Lawson, il faut les arrêter finalement, parce que il y a des noms qui sont cités par la presse de temps en temps. Non, mais moi, par rapport à la CAN, je n'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Nous sommes dans un pays où il y a l'impunité. C'est le prix de l'impunité. La déception. Tu comprends? Et dans un pays où tout le temps, c'est quand que quelqu'un fait du mal, où les gens font du mal, détournent, on ne punit jamais. Quelques mois après, on fait d'ailleurs leur promotion. Et comme disent certains collaborateurs du président, continuez pas à nous critiquer. Quand on nous critique, lui il fait notre promotion. Oui, ça sort de la bouche. On a fini par le connaître, le président. Tu vois, non? Donc ils ont compris aussi que leur patron, quand on parle mal de quelqu'un, il fait sa promotion. Et c'est dommage. C'est dommage. Les exemples, on peut en citer plein. Plein. Ils sont à leur poste, ils ne bougent pas. Et ça répercute directement sur l'impopularité et la chute libre aujourd'hui de Faure Gnassingbé dans l'opinion publique. Ferdinand Haïté, c'est vrai que récemment également, puisque Janiao évoquait le cas de la route Lomé-Vogan en foin, la dernière fois le président nous a renseigné que bon voilà, on va réinjecter de l'argent dedans. Bon, 26 milliards passés, on ne sait pas là où c'est passé finalement. On part du simple au double, peut-être même au triple, mais bon, voilà, c'est le contribuable qui paye. Le problème est simple, c'est-à-dire que quand vous entendez les gens, même dans nos débats, les gens disent oui, il n'y a pas de disposition, il n'y a pas si on a créé une commission. Non, quand on arrête le petit voleur dans le quartier, c'est quelle loi on utilise pour l'envoyer en prison? Il y a une loi. Oui, bien sûr. Ouais, que les juges utilisent pour envoyer les gens en prison. Et pourquoi cette loi ne s'applique pas aux gros voleurs, c'est-à-dire que les ministres et tout ça, et qu'on attende que l'État mette sur place un arsenal juridique avant d'attraper les gros voleurs? S'il y a une loi qui attrape les petits voleurs, la même loi devrait s'appliquer pour les gros voleurs. Le problème, c'est l'impunité. Par exemple, dans cette affaire-là, la première personne interpellée, c'est le ministre de Sport. Oui, c'est lui. C'est lui. Tout autour de lui. C'est eux qui ont facturé les vestes à 900 000. Une seule veste. Et les chaussures, c'est eux. C'est lui et son réseau. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, personne n'a le document
de l'audit. De l'audit, oui. Personne n'a le document. Même pas la fédération. La fédération n'a pas le document. La fédération a écrit au ministre pour avoir le document. Le ministère refuse de lui transmettre les documents. Seul le ministère a les documents. Et pourquoi le ministère cache le document? Et on sait ce que les gens ont réalisé en peu de temps. Ceux qui ont construit on commence pas à construire les grandes maisons à Gouet de 200 millions, tout ça là. On a les photos. Donc, le moment viendra où on parlera de tout ça. Mais la première personne qu'on doit prendre, c'est lui. Parce que tout tourne autour de lui, en réalité. Ceux qui ont commandé les chaussures, les vestes, c'est là où ils ont fait les surfacturations. C'est là-bas qu'ils ont fait les surfacturations. Et quand vous voyez les vestes, on a les exemplaires des vestes. Quand vous voyez les vestes là, mais attendez, même les vestes, on ne peut pas les vendre à 30 000. Mais ils les ont facturées à 900 000. Une veste. Donc, en Chine, on a commandé oui, ça. même, je ne suis même pas sûr que c'est en Chine. S'il y a un pays en bas de la Chine, c'est peut-être là-bas. Il faut attraper ces gens-là. Il faut attraper ces gens-là. Donc, moi, je pense que on n'a pas tourné on n'a pas à tourner autour du pot pour désigner ceux qui sont au cœur de cette affaire-là. On connaît ceux qui sont dans les commissions, ceux qui ont travaillé. On sait ceux qui ont fait ça. Les mêmes reviendront dans les prochaines commissions. C'est clair. Parce que dans cette histoire-là, il y avait des gens qu'on avait déjà cités dans la CAN 2013. Oui. Leur nom revient ici. Toujours dans les surfacturations. Leur nom revient ici. Toujours dans la CAN où Aroumé Zounou nous a dit 1 franc ne restera. Qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne gagnerait un franc par ceux qui ont fait le bazar là-bas, ils sont les mêmes qui sont revenus ici. Donc ça veut dire que les gens sont mêmes pour recommencer. Les mêmes dégâts. Donc moi je suis désolé. Très bien. Je veux qu'on aborde un autre sujet. À moins que... Sinon, par rapport à ce sujet, je crois qu'on a assez péroré. On a tout dit dans ces sujets. Ouais, parce que moi de parler. Ouais, exactement. On nous perd le temps. On est fatigué, nous les journalistes, de parler d'impunité, de parler de détournement. On est fatigué. C'est-à-dire que quand on vient ici, on parle et au bout du compte, les gens pensent qu'on a quelque chose de personnel. On n'a rien. Et dans un pays normal, le seul fait qu'après cette conférence de presse, on dit voilà, l'audit a démantelé tel, il suffit pour que la justice elle-même se saisisse et cherche à comprendre. Est-ce que ça aussi, c'est pas un débat? J'apprends qu'il y aura une conférence de presse. On dit maintenant que non, les journalistes n'ont pas compris cette affaire de 600 millions, ce n'est pas un détournement, qu'il y aura une conférence de presse. On va les appeler pour une conférence de presse. Oui, une conférence de presse qu'on a annoncée hier qui n'a pas eu lieu pour finalement. Pour leur expliquer qu'en fait. Ils n'ont qu'à faire la conférence de presse, on va sortir les dossiers, les vestes, tout ça là, on a ça. Donc il faut que les gens arrêtent de prendre les Togolais pour les imbéciles. Et c'est ce que les confrères disent. Il y a une autorité au sommet de l'État, il faut arrêter les gens. La justice ne peut pas jouer directement son rôle sans que personne ne l'interpelle. Non, laissez la justice. Le procureur par exemple. La justice togolaise par rapport à cette question. La justice togolaise ne réagit, n'est prompte que quand il s'agit des dossiers qui ne sont pas des dossiers où on veut régler les comptes à quelqu'un dans une situation politique ou les questions d'affaires, c'est-à-dire les gros sous dans le milieu des affaires. Mais quand il s'agit des trucs comme ça, vous ne les trouvez jamais. Parce que le parquet ou les juges sont tellement liés que personne ne veut prendre l'initiative d'interpeller qui que ce soit. Vous savez que dans tous les pays au monde, dès même qu'il y a un accident de circulation, que quelqu'un meurt, la justice ouvre une enquête. Oui. Immédiatement. Ici, on écrase les gens meurent tous les jours, mais la justice ne dit rien. Il y a des gens qui font des accidents, qui meurent dans les rues, qui meurent sur des chantiers, mais la justice ne dit rien. Notre problème aussi, c'est le problème de la justice. Mais il est beaucoup plus lié aux politiques, parce que c'est le politique qui chapeaute la justice dans ce pays. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la justice, vous parlez d'un ministre. Tout à l'heure, Ferdinand a nommément dit que la première personne qui devrait répondre dans cette affaire, c'est le ministre de la Communication, le ministre des Sports. Monsieur Lorenzo. Et vous pensez que le procureur peut aller tout à l'heure? Moi je crois qu'au Togo c'est un peu compliqué. Il va remonter et chercher à voir s'il peut avoir l'autorisation de l'interpeller. Mais en réalité... Généralement, si c'est avéré que le ministre a les mains... Non, même si c'est pas avéré, Fabrice, laisse-moi aller au bout de mes idées. Même si c'est pas avéré... Et quand on le sort du gouvernement, il devient citoyen ordinaire et la justice peut facilement. Je crois qu'aujourd'hui, ne tournons pas autour du pot. Il faut à un moment donné que le premier responsable du pays agisse. Il faut qu'il frappe. Il ne faut pas aujourd'hui. Il faudrait pas comme mettre dans le box des accusés, le procureur ou n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des actes il faut poser. C'est-à-dire les gens, il y a une malversation financière. Ça, le fait est là. Le fait est là, on ne le nie pas, il est là. Maintenant, vous avez vu à l'époque du Premier ministre Aroumé Zounou, parce qu'on avait dit que bon, les amis, peut-être qu'ils gèrent mal, on leur a tout retiré, on a remis au Premier ministre, mais ça n'a pas donné le bon résultat. Et aujourd'hui également, on cite le nom d'un ministre, moi je n'en sais rien,
Mais je crois que même dans des pays normaux, Oui, si, il peut lui-même, pour laver son honneur, si vraiment il n'en sait rien, il peut démissionner et faire face à la justice. Ça aussi, ça existe. Mais s'il ne le fait pas, il se dit, bon, laissez les journalistes là-bas. Bon. Oui, finissez, je parle à Bialfa. Moi, j'étais en train de dire que Fabrice a touché du doigt la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Le président Faure Gnassingbé, il a toujours fait confiance à certaines personnes qui non seulement le déçoivent, l'enlisent. Aujourd'hui, vous savez que le pays traverse une crise très sensible à tous les niveaux, et de ces comportements isolés ces comportements-là ne font qu'enliser quand même la bonne foi, la bonne volonté et toute la position que le président Faure a pour mener à bien ce Togo-là. Donc, s'il se tait et laisse l'impunité prendre encore de l'ampleur, comme ça se fait sentir depuis toujours, je crois que ça joue sur quand même sa politique et son crédit dans la population. Et on ne peut pas tout le temps voir des choses en blanc et les gens vont tenter de dire que c'est du noir, ou on voit du noir et les gens tentent de blanchir les choses, et le premier de nous tous est là, il observe et il dit rien. Moi je crois que si cela concerne vraiment le ministre, même si ce n'est pas avéré, qu'on autorise la justice à écouter le ministre, si lui-même ne prend pas le devant pour clarifier son implication, et qu'on autorise quand même de l'écouter. Et ceux qui sont impliqués, qu'on les écoute, quel que soit leur appui, quel que soit leur lien avec tel ou tel puissant, quelle que soit leur position, quand même, au niveau de l'échelle nationale, il faut qu'on essaye d'écouter tous ces gens-là pour que les Togolais sentent qu'on est en train vraiment de partir en guerre contre l'impunité. Et qu'on les protège aussi, qu'on protège leur patrimoine. Oui, Abialfa, je crois que vous avez déjà dit ici que le loge ne vaut que celui qui la décerne. Donc, ou bien le loge, ou bien la réprimande, ou bien le loge, ça ne vaut que celui qui la décerne. Avant que Faure Gnassingbé n'arrive à faire ça, il faut que lui-même, il soit quand même quelqu'un qui soit une référence vis-à-vis de tout cela dont on reproche les autres. Moi, je donne un exemple qui me concerne personnellement. Dans l'affaire Seko BTP, 10 milliards allant à Ayassora et tout ce que vous savez. Oui. Mais Ayassora est instruit à 2 juges de me prendre. Vous êtes autorisé à parler maintenant dans l'affaire? De quelle affaire? C'est depuis là. Est-ce qu'on a une fois arrêté de parler de ça? Non, aller au fond du donc, et entre-temps, il a été instruit à 2 juges de me prendre. 2 juges de me prendre. Et on m'a donné l'impression que ce n'était plus sur moi, c'était sur les 2 juges. Mais vous faites quoi? L'enfant là? Jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'aller voir le procureur. Bon, voilà, c'est ça par rapport à ce que vous savez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le garçon qui est obligé d'appeler celui que vous savez, et vous vous rappelez, je crois que c'est ici ou bien c'est sur quelle radio, où on me disait que, à la fin de l'année, on me posait la question, qu'est-ce que Faure a fait c'est-à-dire pour l'année, qu'est-ce qu'il a fait qui m'a le plus marqué, que j'avais dit que dans ce dossier, il avait posé un acte qui m'a le plus marqué par rapport à l'année. Donc, bien sûr. Et le procureur qui le joint, il n'était pas au pays, je crois qu'il était à une session onusienne aux États-Unis. Et c'est comme ça, telle personne demande à ce qu'on mette le grappin sur tel garçon par rapport à ce que vous savez. Et il a des... Exactement. C'est quand une justice est parrainée, c'est de ça que ça accouche. Donc, c'est en ce moment que Faure a répondu que lui, président de la République, aucun texte ne lui permet de mettre la main sur les journalistes. Mais si le procureur et ses juges ont une terminologie qui peut les permettre de prendre le journaliste sans qu'ils ont des problèmes, qu'il le fasse. Mais lui ne veut pas revenir trouver des problèmes au pays. C'est comme ça que j'ai échappé à ce monsieur-là qui ordonnait, qui chiait presque sur les 2 juges-là, de n'importe quoi, pour qu'on me prenne. Voilà quand une justice est parrainée. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Faure a dit de ne pas prendre Abialfa que je vais dire que c'est normal. Mais quand un pays est normal, ça ne va pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais l'exemple, c'est qu'on a dû l'appeler. Je ne crois pas que dans un état normal. Non, s'il vous plaît. Donc, c'est le premier magistrat. Ok, donc toute la justice, on les consulte. Donc, non, donc c'est pour vous dire que quand une justice est parrainée, n'attendez pas que demain, comme ça, à 14h,
le procureur décide de faire de M. Lorenzo ce qu'il veut. Non. Donc, quand tout est politique par rapport à la justice, quand tout est parrainé, c'est un peu difficile. Il faut encore de 2 minutes. Moi, je vais faire une suggestion. Je souhaite que au niveau, je ne sais pas, au niveau je sais pas, c'est de la société civile, je ne sais pas comment on va faire. Il faut que les gens, la presse et tout ça, il faut que les gens s'organisent pour qu'on attrape ces voleurs-là. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment donné, on s'organise, parce que c'est dans un pays aussi où les populations ne sont pas engagées à demander des comptes aux dirigeants. Il y a des choses comme ça qui se passent. Je ne sais pas si vous comprenez. Des gens dans cette affaire ont conçu des maisons. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut quand même qu'on trouve un mécanisme qui puisse nous permettre de mettre une pression sur ces gens-là pour qu'on arrête au moins ceux qui ont volé l'argent. Pour que les détournements à un moment donné s'arrêtent dans ce pays. Vous imaginez 600 millions, on aurait pu financer le championnat aujourd'hui. Oui, les gens ont commencé le championnat et les gens commencent pas à dire que les clubs disent déjà qu'ils n'ont plus d'argent pour continuer. Mais 600 millions se sont volatilisés comme ça dans la nature. Et c'est pas normal. Et quand on parle de 600 millions, on ne parle pas de 600 000. On ne parle pas de 200 000, 600 millions, plus d'un demi-milliard. Et ceux qui ont fait ça, ils sont là, ils sont tranquilles, ils roulent dans la circulation, ils narguent les gens, et ils disent oui, continuez pas à parler, nous on est là, on a des parrains, rien ne nous arrivera. 600 millions, c'est pas plus que 6 milliards. Oui, mais c'est en volant le petit que les gars ont pu voler, et je sais pas, on peut voler plus haut que ça. En volant la poule, oui, qu'ils ont volé le bœuf. Donc il faut quand même à un moment donné qu'on arrête au moins quelqu'un. Et moi je pense que là, les citoyens peuvent s'organiser pour demander des comptes. Je ne sais pas. Les marches ne sont pas bien vues au Togo, mais on peut aller faire un sit-in devant un ministère pour dire il faut nous donner l'argent. Rends l'argent, monsieur le ministre. Il faut rendre l'argent. Parce que c'est l'argent de l'État. Vous avez vu Manuel Valls. Il a pris l'avion avec son enfant pour aller suivre, je crois, un match de Barça au Bayern de Munich. On lui a demandé de rembourser les frais. Parce que c'est l'argent du contribuable. Et il a remboursé les frais. Parce qu'on ne peut pas mélanger les affaires. Si les gens veulent gagner de l'argent, qu'ils aillent dans le secteur privé. C'est pas, Aristote a dit, la fonction publique ne doit pas être source de profit. C'est clair. On ne peut pas continuer à tolérer que dans le pays où on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, on n'a pas d'hôpitaux, des gens continuent de se remplir les poches et les populations ne disent rien. Monsieur, merci beaucoup. Taxi Presse avec Loïc Lawson, Ferdinand Haïti, Fabrice Pekezi, Abi Alpha et Tchanyao Rémi-Yaou. Nous allons maintenant aborder la question politique avec les discussions politiques qui s'annoncent. Hier, le gouvernement était devant la presse et a dit beaucoup de choses. Mais avant de revenir sur le sujet, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à l'élite togolaise. Elle est accusée depuis plusieurs années au Togo de ne jamais prendre la parole dans tel dossier. Est-ce que vous estimez qu'elle doit suffisamment parler maintenant, l'élite togolaise, nos intellectuels? Oui, en fait, les intellectuels ont un problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où tout semble bipolarisé, c'est-à-dire quand vous avez une position sur un sujet, oui, et on ne voit pas forcément le caractère scientifique du raisonnement que vous faites, mais on vous colle tout de suite à un parti ou à une certaine, vous êtes favorable à une opinion politique ou cela. Je crois que ça c'est un élément quand même qui a amené pendant longtemps les intellectuels, les profs d'université qui étaient censés renseigner les gens, à apporter un raisonnement scientifique sur certains sujets, à ne pas prendre la lumière. Oui, être la lumière, à ne pas prendre la parole. Et donc, est-ce que c'est à tort ou à raison, je ne saurais le dire. Mais je crois que c'est un élément quand même important. Certains se sont carrément cachés pour ça, ils ne veulent pas parler. Et puis, de façon globale, c'est un peu dans la nature du Togolais. Les gens n'aiment pas trop parler. Et pendant longtemps, les paroles ont créé des problèmes à des gens. Et aujourd'hui c'est libéré, mais les gens sont toujours réticents. Et puis surtout quand les gens pensent à leur promotion, que ce soit dans la fonction publique ou dans le milieu des affaires, ça ne vous permet pas une certaine indépendance d'analyse comme il se doit, parce qu'il suffit de prendre position et que ça c'est la page de l'opposition. Est-ce que ça ne constitue pas finalement un problème pour la société? Oui, c'est un problème. Des éclaireurs et qui n'éclairent finalement personne ni la cité. Oui, c'est un problème parce que généralement, vous savez, il y a des gens qui sont même devenus de grands intellectuels parce qu'ils ont vu ils ont eu pour modèle certains intellectuels. Oui. Parce que c'est important de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même en Afrique des pays où les gens sont instruits
mais qui ont des diplômes, qui ont fait de très belles études, capables de faire de très bonnes analyses, mais qui ne le font pas, et parfois qui laissent la place à des gens en réalité qui n'ont ni la science ni la culture. Et généralement, quand on est dans une société comme ça, où on est plus ou moins ceux qui semblent être les guides ne sont pas ceux qu'il fallait, je crois que ça pose un réel problème. Mais bon, dans tous les cas, dans tout cela, chacun fait son petit calcul quand il faut prendre la parole, et je crois que c'est ça réellement le problème. Non, bon, moi je crois que vous l'avez dit, que l'élite togolaise a un problème. Et je vais même loin pour dire que nos chefs traditionnels et coutumiers ont également le même problème. Moi je crois que... Bon, le chef, lui, ne doit pas parler comme ça. Oui, non, pas parler, parce que quand un pays est en crise, on a besoin de toutes les forces vives pour solutionner la crise. Et aujourd'hui, par rapport au Togo, moi je voudrais nous transporter directement au niveau de la crise politique que le pays traverse. On m'a fait le lien, et bien sûr. Quand on demande à l'élite de prendre des positions, vous savez que parfois l'élite a la difficulté même de dire ce qui est universellement connu, ce qui est universellement enseigné, même dans les grandes écoles. L'élite a de la difficulté aujourd'hui à prendre ou à cracher cela vis-à-vis des populations togolaises qui sont prêtes et préparées à ne pas entendre ce qui n'est pas dans leur mentalité. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand par exemple on voudrait parler banalement de la notion de rétroactivité de la loi, par exemple, les grands juristes togolais que vous connaissez, ils ont enseigné ce principe à beaucoup d'étudiants, que ce soit au Togo ou hors de nos frontières. On leur a connu ces connaissances-là. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont de la peine à se prononcer là-dessus, parce que quand un intellectuel togolais irait par exemple dire que la loi, elle n'est pas rétroactive, dans un monde togolais, on lui dira, bah voilà, un juriste acheté par tel, parce que les propos qu'il tient ne sont pas des propos que une couche... On a peur d'être critiqué aussi. D'être critiqué, mais les critiques là, on vous classe. Non seulement on vous critique, on vous loge dans ce que peut-être vous n'avez pas. Est-ce qu'en réalité, ça doit constituer un frein pour celui-là qui se nomme intellectuel? Je vous donne un exemple. Quand un intellectuel prendra une position aujourd'hui qui n'est pas... Il est automatiquement catégorisé. Qui n'est pas l'attente d'une catégorie de Togolais, je vous assure que nous avons nos portables, les réseaux sociaux sont là pour lui régler ses comptes. Et finalement, on se demande qu'est-ce que les Togolais attendront aujourd'hui et demain de cette élite-là. Et moi, je suis tout triste et je me pose des questions. Tout le temps que Dieu fait, je me dis, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de tuer les connaissances que les Togolais vont chercher hors de ce Togo et dans les grandes universités? Qu'est-ce que nous voulons en faire avec? Parce que les gens ont connaissance des choses, mais disent le contraire de ces choses-là parce que nous sommes en politique. Bien, Ferdinand Haïté, après Ali Alpha. Je crois que pour rebondir là où Tchanyawa chutait, c'est les gens qui se tuent eux-mêmes, personne ne les tue. D'abord, il faut distinguer les intellectuels des diplômés. Je pense qu'on a plein de diplômés dans ce pays, mais on a peu d'intellectuels. Il faut avoir le courage de le dire. On a tellement de diplômés dans ce pays, mais on a peu d'intellectuels. Et c'est tout le problème qu'on a. Et Fabrice a décrit une partie du problème, c'est la nature du système qui a réchanté le pays depuis des années, qui était plus ou moins brutal. Donc les gens avaient peur de prendre des positions, ceux qui en ont pris ont eu des problèmes. Et cette peur-là est toujours restée. Mais la question de savoir pourquoi nous, les journalistes, nous parlons et que d'autres refusent de parler. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Si demain, par exemple, vous allez chez un professeur d'université pour lui poser juste des questions d'économie, ce qui n'a rien à voir avec, je ne sais pas, les questions de positionnement politique, il a peur de donner son avis. Alors ces gens, ils servent à quoi à la société? Quand vous voyez le débat au Togo, il y a une sécheresse dans le débat des idées au Togo. Et comparativement au Cameroun, où les gens suivent les chaînes, où vous avez tel gars qui viennent, qui parlent, vous avez le Sénégal, vous avez même la production en termes de
de réflexion scientifique, la publication des livres. Vous allez à Dakar, vous allez à Ouaga, les livres sortent tous les jours. Mais au Togo, vous n'avez pratiquement pas de production. Les gens sont là et puis bon, ils regardent leur carrière. Des docteurs, mais qui n'ont jamais sorti un petit livre. Et puis après, ils sortent des théories, parfois bizarres. Mais sachez que les intellectuels, la plupart du temps, certains n'ont pas fait bon ménage avec la politique. Moi, je peux donner des exemples. Vous avez vu par exemple le Ghana des années 79. Je peux donner l'exemple de Kofi Bouzia à Brefa. C'est l'un des grands intellectuels du Ghana. Il est le premier noir à avoir fait Oxford. Il a enseigné même à Oxford. Il est d'ailleurs même mort à Londres. Ce monsieur était l'un des grands intellectuels au Ghana. Quand le Ghana était en crise, il a été rappelé au Ghana parce qu'il était en conflit avec Nkrumah pour gérer le pays. En 3 ans, il a plongé le pays dans une situation incroyable. Et pourtant, c'est loin des grands intellectuels du Ghana. Et le problème qu'il a créé, il a fallu 25 ans pour corriger ce qu'il a créé. Et en 70, je crois, de 69 en 72, et c'est en 72 qu'il a été renversé. Il était malade, il est parti pour se soigner, il a été renversé par, je crois, le colonel Achampon. Voilà comment ça s'est passé. Et le Ghana est rentré dans une crise terrible. Donc, ces gens, ils doivent être au moins, je ne sais pas, ils doivent faire quelque chose pour la cité, mais bon, les carrières, le positionnement, la peur, tout ça fait que bon, on laisse le débat politique et finalement, c'est les courageux qui sont dans le débat politique. Et, les journalistes oui, pas forcément les journalistes, mais les courageux. C'est-à-dire que naturellement, les courageux. Or, les courageux, c'est pas parfois le haut niveau. Et on se plaint que la classe politique est médiocre, alors que ceux qui doivent participer au débat pour faire élever le débat dans le pays refusent de rentrer dans le débat. Soit par souci de préserver leur carrière, soit par la peur, soit pour d'autres raisons. Et donc, on ne va pas rester là se plaindre. On est tous dans le même bateau. Tant qu'ils ne vont pas jouer leur rôle, écoutez, bon, nous aujourd'hui, nous sommes des journalistes. On dit, nous sommes les historiens du présent. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, demain, c'est ça qui servira. Parce que nous sortons des journaux, nous sortons des trucs. Écoutez, les gens, avant je voulais poser... Non, je termine par là. Juste, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Je vous suis et je me suis dit, bon, il y avait quand même des tentatives de prendre des positions des intellectuels togolais. Et quel a été, nous, en tant que journaliste, parce qu'on me dira peu... Oui, mais... Je te réponds. Ce que Kokoroko avait fait, il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient... Mais qu'est-ce que la presse togolaise en a fait? Il y en a qui ont été critiqués d'avoir même relayé ce qui a été dit. Et à Palimé. Un intellectuel n'a pas peur du débat et de ce que les autres diront. Il sort. Je ne dis pas de position. Il y avait des gens qui ont peur. Mais vous les avez peur en noir. Oui, non. Oui, mais on ne doit pas l'empêcher. Ça ne doit pas l'empêcher de continuer. Ce n'est pas le fait de les peindre en noir ou critiquer ce qu'ils disent qui pose problème. Mais ici, il y a des menaces. C'est un peu ça. Il y a des menaces. C'est ça qui est. Sinon, si Kokoroko dit quelque chose. Par exemple, moi j'ai aimé ça. Kokoroko dit quelque chose. Le lendemain, Wolu dit autre chose. C'est ça le débat. Oui, mais quand Kokoroko dit, il ne faut pas dire non, il est vendu, c'est des gens, il faut casser leur maison. Kokoroko, par exemple, vous avez critiqué tout ça. On n'a pas le droit de critiquer. Ou alors, quand tu le critiques, ou alors quand Wolu parle, il faut pas dire non. Parfois, il dit des choses intéressantes qui sont même de bon sens. Je vous redonnerai la parole. Ce qu'ils disent, même si c'est intéressant, ça n'impose pas leur interlocuteur. Les autres avancent aussi leur argument. C'est comme ça le débat. Je crois que l'intellectuel, à pas du moment il quitte sa maison en disant je m'en vais prendre position par rapport à un sujet, il a échoué. Mais c'est clair. Un intellectuel ne prend pas position, il se prononce sur des sujets. Il peut prendre position. S'il vous plaît. Quand vous parliez, j'étais là. S'il vous plaît. Il se prononce sur des sujets donnés, quitte à vous de faire votre analyse. Je dis et je leur ai dit, c'est des gens qui donnent leur point de vue, se prononcent sur des sujets donnés. Maintenant, nous on tire nos conclusions. Nous on tire par rapport à ce qu'ils ont développé, nous on tire. Il y a cette là qui dit ceci. Toi, intellectuel, qu'est-ce que tu penses? Pomme, maintenant, par rapport à ce vide possible, quel est le palliatif? Pourquoi le juriste qui a conçu la loi a dit ceci au lieu de cela? Et le monsieur, sans parti pris, donne la position de juriste. Claire. Et on l'écoute. Vous n'êtes pas libre de croire aujourd'hui en ce que dit
l'intellectuel qui se prononce sur l'existence ou non de cette radio. Mais il développe une situation, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Maintenant, quand lui, il quitte à la maison pour aller dire, bon, je vais aller démontrer aux enfants que la radio là existe bel et bien. En quittant la maison, il a déjà échoué. Donc, s'il vous plaît. Donc, je pense qu'à partir du moment où l'intellectuel se met ça dans la tête, il faut se débattre d'abord le débat au dépôt. Maintenant, si on revient dans notre contexte, je crois que c'est très simple. Le système, même, il faut retourner dans les années. S'il vous plaît, on est en débat. S'il vous plaît. Excusez-moi. Quand vous retournez dans les années où nous on était encore au couple mère, où les aînés qui sont vite allés dans les milieux académiques élevés extérieurs, mais c'est depuis même l'extérieur conçu l'intelligence pour les formater au système. Ça veut dire. Mais si, actuellement, ceux qui ont le plus servi actuellement, les grands intellectuels qui ont beaucoup servi, ils te diront qu'ils sont activistes ou bien ils sont quelque chose pour le régime depuis les bancs du campus. Ils ne sont même pas intellectuels là. Non, s'il vous plaît. Tu comprends. Donc, ils jouent ce rôle depuis qu'ils sont à chose. Vous n'allez pas me dire que c'est ici que Nachaba ou bien Barké ou bien je ne sais pas, autres là, qui sont, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que c'est ici qu'ils sont venus pour commencer leur activité dans le système. Donc on suit les gens là-bas. C'est là-bas que l'étudiant, le chercheur se détermine. Mais à partir du moment où toi, c'est par rapport à ton service que tu as rendu là-bas qu'à un moment donné tu es promu, qu'est-ce que tu as, quel miracle tu peux faire. Donc il y a plein de cas comme ça. Maintenant, le fait qu'il ne se prononce pas, bon, ça n'empêche pas, puisque tu sais, très souvent on dit ouais, nous les taxons, mais quand vous ne parlez pas, les gens vont parler à votre place. C'est clair. Les gens vont parler à votre place parce qu'il y a certaines réalités, on n'a pas besoin de ton doctorat ou bien ton professorat pour le voir. Certains faits crèvent l'œil. Tu ne peux pas empêcher aussi aux gens de se prononcer. Nous aussi, on a dans chaque famille, il y a des gens comme ça. Parfois même, quand tu regardes avec le niveau qu'ils ont été atteints, en famille même, ils sont parfois une calamité. Souvent, moi, je dis ça, s'il vous plaît, socialement parlant, par rapport à leur relation avec le commun d'un mortel. Certains se sont facilement réintégrés, mais d'autres, c'est une calamité que les gens m'excusent, mais je veux qu'un jour, quelqu'un d'entre eux vienne ici me démontrer le contraire. Donc, moi, je pense que il y a une situation, comme l'a dit Ferdinand, la politique n'est pas très souvent la tasse de café de l'intellectuel. Il a donné le cas de Togolais. Il a donné le cas du Ghanéen. Peut-être qu'il y a des cas, c'est-à-dire des exemples plus laudateurs ailleurs. Mais ici, je crois qu'à un moment donné, on a besoin de leur avis. Bien. Mais quand on se fait déjà, toi-même en quittant la maison, tu te fais étiqueter. En voulant conserver ton fauteuil, tu te fais étiqueter. Vraiment, merci beaucoup. Allez voir que Loïc, quel est votre avis sur ce sujet-là? Je crois qu'on en a assez parlé et tu connais la position. Écoute, tu sais, l'intellectuel, au-delà du fait qu'il soit d'abord quelqu'un qui doit avoir une œuvre d'esprit. D'accord? Très souvent, il n'y a pas d'intellectuel qui n'a pas fait des recherches et qui a souvent créé une œuvre d'esprit. D'accord? Et écrit un livre ou autre chose que ce soit. Maintenant, l'intellectuel aussi, il y a un aspect très important que je dois souligner ici. Il n'est pas fixé sur la réussite sociale. Ouais. Ah, oui. Oui, quand tu le vois ailleurs, tu comprends, le matériel. Désintéressés. L'intellectuel qui est intéressé ne va jamais te prendre quelque chose de bien. Souvent, c'est des gens désintéressés. C'est pour ça, quand ils prennent des positions, ils lancent des débats, ils jettent des pavés dans la mare sur des sujets assez importants de la société. Chez nous, on n'en a pas. Parce que n'oubliez pas que pendant 38 ans, on a été dirigé par Yadema, dictateur de son État. Et pourquoi il n'y a pas eu? Ce n'est pas de leur faute. Parce que à l'époque, tu dis quelque chose, on te prend. Tu dis quelque chose, tu vas en prison. Les gens ont eu beaucoup peur. Et le débat même intellectuel, le débat contradictoire n'a pas été permis déjà sur les bancs de l'école ou dans les mouvements associatifs. C'est là-bas on se forge. Et là-bas aussi, ce n'était pas permis très tôt. Donc, il faut que, déjà au Togo, il faut arriver déjà à l'université avant de commencer par rentrer dans les mouvements associatifs et commencer par savoir comment parler. Alors qu'ailleurs, tu verras que déjà au collège, au lycée, déjà il y a ce genre de mouvements. Tout cela font qu'aujourd'hui, on a des problèmes sur le plan. Actuellement, ce qu'on vit au Togo, je peux te dire qu'il y en a plein qui ont des idées. Qu'il y en a plein qui ont des avis à donner.
Mais la peur. Il parle pas. Il parle pas. Il n'arrive même pas à écrire des tribunes dans nos journaux. Ouais, c'est pas ça. Voilà, l'intellectuel, il balance des tribunes. Aujourd'hui ou hier au Cameroun, on a arrêté un écrivain parce qu'il a balancé une tribune sur Jeune Afrique qui était un peu acérbe contre le régime. C'est ça. Combien de Togolais tu vois le matin, tu prends Alternative, tu prends Libéral, tu vois une chronique ou une tribune sur une situation et il lance le débat. En temps, on voyait professeur Cyr, Cyr Adomayakpo. Oui, il y en a pas, parce qu'il venait d'arriver. Lui aussi, c'est parce qu'il venait d'arriver. Il ne connaît pas trop le pays. Et maintenant, tu vois, il a calmé ses ardeurs parce que le pays est compliqué. Parce que tu écris, on dit c'est tel qui t'a demandé d'écrire. Parce qu'on t'a vu l'approcher. Ce n'est pas ça. Oui. Tu veux qu'on dit c'était une suspicion. La suspicion est trop. Tu n'es pas libre de penser. Et tu écris à cause de toi seul, on va punir tout ton entourage. À cause de ton écrit seul, on va punir tout ton entourage. Et ça persiste jusqu'à présent dans le pays. Et ça fait que les gens, on n'arrive pas à développer des gens assez intelligents. Il n'y a pas les débats contradictoires même sur les radios, sur les télés, dans les télévisions où les gens viendront pour nous dire voilà. Il n'y en a pas. C'est pour ça, honnêtement, le peu qu'on a, comme les Kokoroko qui lui s'est prononcé. Je me rappelle pour lancer le pavé, jeter le pavé dans la barre. À l'époque, c'est dans le Forum de la semaine, il avait écrit une tribune sur le débat de la rétroactivité. Après, on lui a répondu. Je voudrais voir que d'autres répondent. Mais ce qui s'est passé après, c'est devenu un fonds de commerce. Cette affaire est devenue un fonds de commerce. Mais oui, c'est devenu un fonds de commerce pour certains. Et donc mon ami Kokoroko, moi je ne cache pas, je l'apprécie bien. Comment ça? Non, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ça, mais je suis en train de préparer un dossier là-dessus. Mais on verra bien. C'est pas ça aussi. Il faut que le débat soit ouvert, que sur tous les plans, les gens puissent parler, qu'on libère. Voilà, il faut libérer la parole au Togo. En réalité, elle n'est pas libérée. Il y a beaucoup de domaines. Oui, là, il y a un problème. Quand vous prenez le siècle des Lumières, les gens n'avaient pas la liberté totale comme cela. En fait, c'est quand il y a restriction de la liberté que les intellectuels prennent leurs responsabilités. C'est ça. Parce que quand c'est libéré, bon, tout le monde... c'est quand il y a restriction de... Il y a déjà les Voltaire, tout ça, ils ont fait l'exil. Ah oui. Et aujourd'hui, vous allez... Quand on me dit des Togolais, c'est vrai aussi qu'on ne lit pas beaucoup, mais s'il y a des gens qui écrivent, même quand on me dit les diplômes, avant d'avoir une maîtrise dans plusieurs... département, il faut faire un travail de recherche. Même je sais pas, les soutenances à l'université, c'est des travaux de recherche, même si les gens n'ont rien publié après ça quand même, ça peut être une référence. Une thèse de doctorat, ça peut être également... On ne va pas dans une salle de classe, on amène une épreuve, on proclame, on dit tu es docteur, tu dois faire des recherches. Bien sûr. Et ces recherches-là, c'est consigné dans des bibliothèques où généralement les gens peuvent lire. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire un truc sur les médias au Togo, vous pouvez aller par exemple rechercher la thèse faite par notre confrère Saïbou. Mais ça, souvent aussi, les gens ne le font pas. Et sinon, on a vu les Nadim Khalif, ils ont écrit. Les Edem Kodjo, ils ont écrit. Oui, c'est vrai qu'on n'écrit pas assez, mais on ne lit pas aussi assez. Et donc, moi, je crois que la question de liberté, c'est vrai qu'il faut l'avoir pour les citoyens ordinaires, mais il faut que les intellectuels prennent leurs responsabilités et parlent sans calcul. Et il y a des exemples. Quand je prends quelqu'un comme Magloire Kwakouvi, voilà, c'est des exemples. C'est des exemples. Vous prenez des gens comme Apédoama. Mais il s'en fout pas mal de la voiture qui va rouler ou quoi que ce soit. Il est à moto, mais quand il parle, il sent que quelqu'un parle. Donc en fait, ça c'est ça l'intellectuel. Mais quand vous êtes dans le business... Mais le problème, je te coupe pas la parole. Le problème c'est que quand ces gens de personnes parlent, on les étiquette. Il est opposant. Et à cause de ça, il n'a jamais de promotion. Non. Tu n'auras jamais de promotion dans ta carrière sociale. Il n'en a jamais cherché. Les deux étiquettes existent. Les deux étiquettes existent. Le ventre et les histoires, la recherche des promotions est en train de tuer l'intelligentsia togolaise. C'est ce que moi j'ai pu constater. Et je crois que les intellectuels, nous en avons plein. Et qui ont la volonté de faire quelque chose. Quand on donne l'exemple d'Apédoama, vous comprenez? Et la plupart d'entre eux, c'est le ventre. Le ventre et la recherche est perdue des promotions. D'accord. Tous prennent la hauteur et qu'ils comprennent que notre nation a besoin. Ils sont des diplômés, mais ils ne sont pas des intellectuels. Ils sont des diplômés. Les gens sont en train de chercher la promotion et ils luttent pour leur ventre. C'est ça. Encore une minute. On passe à un sujet.
Ouais, moi je reste convaincu que le fond du problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'intellectuels, on a des diplômés. Je donne un exemple. Vous avez vu le discours de Macron à Ouaga. Combien sont les intellos africains, à part quelques-uns, qui l'ont décortiqué? Des gens qui sont intervenus sur les thématiques qu'on a développées là-bas. Parlons de chez nous d'abord, au Togo. Je parle de chez nous. C'est-à-dire qu'un intellectuel est appelé à réagir sur tout, pas seulement dans son pays. Mais c'est un truc qui concerne l'Afrique. Surtout l'Afrique francophone. Surtout quand on est dans des relations de partenariat avec la France. Qui sont les intellectuels africains, par exemple, qui ont écrit une tribune universitaires qui ont pris leur plume pour dire, écoutez, ce discours-là, il est offensant, il est bon, il est ceci, à ce niveau, c'est cela. Personne n'a réagi. Mais vous avez des gens qui vous diront, je suis politologue, je suis docteur en ceci, je suis ci. Après, ils viennent, ils insultent les gens sur les radios. C'est pas normal. Parce que quand nous avons l'opportunité de venir parler sur les radios, ça ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont à la maison et nous écoutent. Ah mais non. Ah mais non. Donc il faut que les gens fassent attention. Et les diplômes ne guérissent pas le bon sens. Hein. Vous avez le diplôme, mais si vous n'avez pas le bon sens, vous n'avez pas une conscience. Mais les Sankara, les Rollis, dites-moi, ils ont quel diplôme pour relever leur pays? Sankara était capitaine de l'armée. Rollis était capitaine d'aviation. Mais c'est des gens qui ont tourné leur pays vers un développement incroyable. Et ils sont rentrés dans l'histoire. Les Mugabe, quoi qu'on dise, s'il a mal fini, Mugabe a quel diplôme? Il était instituteur d'abord avant de rentrer dans l'armée pour faire la guerre de libération. Donc, quand vous faites bien votre analyse, vous voyez que ceux qui ont milité pour les indépendances, par exemple, à part les gens comme Sylvanus, les Nkrumah, qui ont déjà fait les grandes études, la plupart, c'était des syndicalistes, des gens de moyen niveau, des instituteurs, les Sékou Touré, c'est des autodidactes. Mais c'est des gens qui ont été d'un niveau incroyable. Mais ceux qui les ont suivis après, et les dirigeants qu'on a aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et la nuit. Messieurs, merci beaucoup. Juste, on a très peu de temps, on a 7 minutes environ pour évoquer les prochaines discussions politiques. Le gouvernement avait annoncé récemment qu'il allait ouvrir les discussions politiques très bientôt. Et là, on attend. Hier, le gouvernement a sorti quand même des déclarations où il nous faisait comprendre qu'il va quand même ouvrir encore le champ pour recueillir des avis des partis politiques. Comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle sortie du gouvernement togolais, Loïc? Est-ce que finalement on va sortir très tôt de l'auberge? Bon, il y a un lapsus tout à l'heure, je crois que Ferdinand parlait de Mugabe, je crois que vous avez barré de diplôme, hein. Il faut aussi, je crois que c'est un lapsus. Je crois que c'est un lapsus. Au départ, oui, mais maintenant après il s'est formé beaucoup. Oui, on a vu. Je sais, mais je dis après, parce que c'est la fin qu'il faut retenir. Maintenant, par rapport à ce que j'ai vu hier à la sortie du gouvernement, honnêtement, je fais partie de ceux qui étaient séduits. Hier, moi, j'étais très content de voir le courage. Je me suis dit, qu'est-ce qui a pu arriver? Est-ce une volonté personnelle, c'est-à-dire de notre gouvernement, à vouloir créer ou bien prendre toutes ces mesures de discrimination? Ou est-ce une pression extérieure forte qui est venue finalement? Mais dans tous les cas, j'ai dit, l'âne qui ne veut pas avancer, on ne peut pas le faire avancer. Donc, si le gouvernement a accepté, c'est que moi, j'ai trouvé que c'est une très bonne chose. Et pour moi, le terrain est aujourd'hui balisé. Et plus personne ne va encore se cacher derrière un préalable ou quelque chose pour ne pas aller à ce dialogue. Maintenant, je crois que la route... C'est quand le dialogue? Je ne sais pas, mais si c'est qu'on nous a listé hier comme chapelet, c'est 9 ou 10 mesures, je ne sais plus. Si toutes celles-là sont mises en pratique dans les jours à venir ou dans les heures à venir, je me dis, c'est un grand pas. Et le gouvernement a montré, la communauté internationale verra qu'ils ont montré patte blanche et qu'ils sont de bonne foi. Oui, bon, il faut encourager ce qui a été fait hier, mais en même temps, les gens sont restés sur leur soif parce que quand on a commencé par parler de dialogue, il n'y a pas que hier. Et ça a pris beaucoup de temps, mais le gouvernement a marqué sa bonne foi, comme Loïc l'a dit. Mais j'aurais aimé que le gouvernement donne immédiatement la date du dialogue. Ça permet beaucoup plus que ceux qui suivent le Togo, ça permet aux Togolais de savoir qu'au même moment qu'on a égrené tout ce chapelet de bonne foi, on a en même temps fixé les dates. Parce que quand on serait tout le temps en train de dire que nous voulons aller au dialogue sans fixer les dates, ça ne permet pas de voir d'où que viendra la mauvaise foi. Aujourd'hui, l'opposition est dans une posture où la bonne foi du gouvernement a été marquée. Le gouvernement a égrené le chapelet de ses bonnes actions
pour décrisper la situation, l'atmosphère, mais il n'a pas dit ce que tous les Togolais, que ce que le monde entier attend de lui, c'est qu'on dise que bon voilà, nous avons arrêté telle et telle et telle et telle date pour le dialogue. Ne serait-ce que la date d'ouverture, ça permettra de voir si l'opposition veut prendre partie de ce dialogue ou on serait encore toujours en train de marcher dans les rues. Voilà, moi j'attends. Et je crois que si les gens du gouvernement nous suivent et ils nous écoutent, ils n'ont qu'à aller loin pour dire enfin, nous sommes décidés, tel que nous avons fait les bonnes avancées, voilà, nous avons arrêté telle date, il faut arrêter cette date. Parce que hier, le gouvernement disait qu'il va inviter prochainement les partis politiques à faire leurs propositions pour pouvoir aller à cette discussion. Alors beaucoup se demandent si franchement... Les gens ne seront pas sincères. Il revient au gouvernement lui-même de proposer cette date d'abord et que les autres boudent ces dates ou qu'ils refusent. Il faut proposer des dates et tout le monde avisera. Abi Alpha. Ouais, moi je crois que par rapport au passé, et par rapport à ce dont nous connaissons les réalités vis-à-vis de la gestion de ce pays, moi je connais des gens ici qui sont encore en prison alors qu'à un moment donné, il a été demandé leur libération. Mais ils sont encore détenus actuellement. Donc, par rapport aux mesures qui ont été annoncées que celui-ci va être libéré, celui-ci. Si longtemps que moi, je n'ai pas vu tout ce monde-là au dehors, j'ai des raisons de mettre des doutes. Ça, c'est mon avis personnel. Je connais des gens qui n'ont pas actuellement leur place en prison, mais qui sont détenus. Alors là, je connais aussi des situations où le chef de l'État dit libérer celui-ci, mais qui ont passé encore une semaine, 2 semaines avant d'être libérés. Donc, connaissant bien notre environnement, moi, je ne suis pas allé danser sur la lune par rapport à ce que M. Bawara a dit hier. Et puis, quand tu parcours tout le discours, bon, peut-être que... mon frère aurait aimé qu'on fixe en même temps les dates de façon décrétée, tout ça là. Bon, je crois que si ne tenait qu'au régime en place, ils n'ont pas besoin je ne sais pas, ils n'ont pas besoin de tourner autour. Ça devait être, si ça se fait ici, ça devait être comme si on gère sa formation politique. Ici, on est obligé d'être à 2. Et les autres disent, pour que nous soyons à 2 pour parler des sujets, voilà ce que nous on veut qu'il soit fait. Et puis, à un moment donné, l'autre camp a dit, bon, on a cette fait ceci. Maintenant, ce sont les intentions qui ont été avancées. On ne peut pas hier en même temps les accuser de ne pas avoir avancé la date. Là, c'est trop demandé. On ne peut pas demander. Au même moment, dans le même truc que le monsieur a lu, il a dit qui vont tendre la main pour que les autres fassent tu comprends, non? Exactement. Et par rapport à ça, maintenant, et puis tu sais, comment nous connaissons bien, je dis toujours que ce système, même si tu n'as rien gagné que tu apprennes à les connaître. Parce qu'un jour ils vont partir. Si tu as la chance de survivre à leur départ, qu'un jour tu sois capable d'évaluer ceux qui viendront par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, moi, je pense que on les prend au mot, on va voir les jours à venir. Tous ceux qui n'étaient pas en mesure d'accompagnement, ceux qui n'avaient pas fait de bonne foi, tout ça là, ils ont mis, par exemple, je vais parler de la libération du docteur Sama. Le monsieur a été libéré pour des raisons de santé. Ça n'avait rien à voir avec la volonté des hommes politiques. Le monsieur était à la clinique, d'abord il était souffrant. Je ne refuse pas, attendez qu'il vienne. Il était en prison, la famille s'est plainte, on l'a amené faire le scanner, c'était alarmant, on l'a ramené en prison. La famille a dû vraiment, le corps des médecins ont dû vraiment jouer un grand rôle pour que finalement ils soient admis. Ils sont admis à l'hôpital, prisonniers toujours, et gardés par la sécurité de la prison civile. Et c'est 5 jours après son admission au CHU Campus, je crois bien, qu'on a annoncé sa libération. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Très bien. Pour que les gens prennent ça comme un trophée de guerre. Très peu de temps. Fabrice. Non, moi je crois que... Sur la question du dialogue. Oui, sur la question du dialogue, je crois que le gouvernement a pris des mesures. Maintenant, il faut attendre dans les heures à venir. Je ne sais pas si certains ont déjà réagi.
l'opposition pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi des mesures qui ont été prises mais qui n'ont pas encore abouti. Ça aussi, c'est pour cela que je suis d'accord pour dire que ça c'était un peu trop tôt d'annoncer une date du dialogue. C'est vrai, il faut vite aller au dialogue, mais il ne faut pas donner l'impression de presser les gens. Parce qu'en réalité, le dialogue, ça se fait à deux. Il faut tenir compte également de l'autre pour voir est-ce qu'il est disposé à aller à cette date. Je crois que c'est de commun accord, ils peuvent définir une date, mais il y avait certains préalables quand même qui avaient été exprimés par l'opposition et le gouvernement considère qu'il est en train de prendre ça en compte. Certaines mesures ont été prises, d'autres n'ont pas encore abouti et je crois que à l'avenir, si ça aboutit et ils font le pas vers l'opposition également qui exprime ses préoccupations, une synthèse pourra permettre aux uns ou aux autres de savoir si il est opportun d'aller déjà à un dialogue ou alors il faut encore régler certaines choses d'abord. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui, Fagina, tout ça pour vous, ça dit dilatoire. Oui, moi je crois que les gens n'ont pas l'intention d'aller au dialogue. Il ne faut pas se tromper de trucs. Tu sais, le dialogue a été imposé au régime par les chefs d'État. Et même dans la déclaration hier, Kwayadoua Boukossi a agité encore le référendum. Oui. Oui, c'est pas formel. Oui, mais il a dit, dans la réponse. Il a agité. C'est-à-dire que c'est un chantage. Vous voyez, donc les gens ne sont pas prêts. Quand j'entends Bahara ou bien je ne sais pas qui dit qu'on va faire un effort pour libérer les gens, quel effort ils ont fait pour attraper les gens et ils vont faire maintenant un effort pour les libérer? C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, ce n'est pas de la mer à boire. Mais je sais que il y a une pression maximale sur eux pour qu'on aille rapidement au dialogue. C'est d'ailleurs pourquoi Faure Gnassingbé a été invité au Ghana cette semaine. C'est vrai que la visite à Koumassi était la diversion. Il était chez le président ghanéen après le palais royal. Et ils ont eu des discussions là-bas. Et c'est à son retour que le gouvernement a fait cette conférence de presse là. Parce qu'on les presse d'aller vite. Puisque il y a des engagements que les gens ont pris. Ça dure. Les chefs d'État de la région n'ont pas qu'à gérer je sais pas, les histoires du Togo. Les gens ont géré leur pays. Oui, sans te couper, selon toi, à qui profite ce dialogue? Moi, je crois qu'il profite plus au pouvoir. Hein. Moi, je pense que... dialogue, oui. Moi, je pense que cette histoire-là, les gens ne voulaient pas aller au dialogue parce que quand vous faites bien votre propre analyse, vous voyez très bien que c'est la première fois que le régime va au dialogue dans une position affaiblie. Je suis désolé de le dire. Moi, c'est ma position. Et donc, aujourd'hui, il faut aller vite, et c'est ce que les chefs d'État de la région disent. Et vous savez que le samedi prochain, il y a un sommet de la CEDEAO à Abuja. Il faut que les lignes bougent pour qu'on puisse savoir que, bon, au Togo, les gens entendent raison. Mais je sais très bien que au départ, ils avaient même déjà prévu faire le dialogue début décembre. Ils avaient déjà prévu faire ça. Mais cette histoire de préalable a bloqué un peu. L'ouverture des maintenant, si on évacue les préalables, comme on l'a dit, beaucoup, on espère qu'ils vont faire une date de commun accord pour que bon, les choses puissent... Oui, 30 secondes. J'ai aimé les positions de mon frère Abi Alpha et Fabrice qui disaient que quand on veut aller au dialogue, il faut vérifier. Ouais, il faut que les gens se retrouvent d'abord. Non, les imams sont libérés. Quelqu'un m'a envoyé aussi un message, mais il faut qu'on vérifie aussi à fond. Moi, je voulais dire que quand vous attendez que les gens réagissent de part et d'autre, les autres à qui on a tendu la main peuvent attendre juin 2018 pour réagir. Et donc, c'est pour ça que je vais souhaiter qu'on donne une date. Elle peut être dans 2 mois. Le temps que les gens réagissent. La date doit être donnée aussi à la commune avec le facilitateur aussi. Ce que j'ai dit, les gens peuvent attendre. Tu peux donner aussi la date et les gens disent un an pour réagir. Les gens peuvent attendre un an pour réagir. Très bien. Messieurs, on va vérifier pour les imams. On va vérifier pour les imams. Ouais, c'est pour ça que c'est bon. Comme ils ont fait un effort pour les attraper, ils ont fait maintenant un effort pour les libérer, c'est bon. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Loïc Lawson, Ferina Haïté, Farouk Petezi, Abi Alpha et Tchaniaou Arimiaou, l'équipe était au grand complet ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Francis Daé qui a assuré. À 5 ans, on avait disparu de part et d'autre avant. Bien sûr, des maladies aussi. Ah oui, bien sûr, l'autre fois. Merci quand même à Francis Daé qui a assuré la coordination technique. Nous avons une pensée pour notre ami Jack Prosper ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gaton et à très bientôt. Au revoir. 93.1 Taxi FM.